Ok, ok, freestyle guérison. Une petite vidéo, deuxième de la journée. Là, j'en ai fait une de 23 minutes ce matin. Où là, bon, là, je creuse un peu des questions fondamentales, hein. Mais là, on va revenir un peu plus dans l'actualité de cette guérison et des conflits qui m'opposent avec l'État et bon, la municipalité de Prague, hein. Euh, on va, on va, on va éviter de. Bon, je vous explique. Moi, en fin d'après-midi, j'ai visionné deux anciennes vidéos que j'ai publiées pendant que je me faisais expulser donc il y a 2-3 ans de ça maintenant, 2021. Je me suis fait expulser en février 2022, donc je passe dans un petit canal là, hop, au-dessus d'un petit canal. Et bon, du coup, ça me fait mal au cœur parce que je revois mon chien Kérosène, qui est là, qui m'accompagne pendant les balades. Et entre-temps, bon voilà, il est décédé dans des circonstances plus que obscures, quoi, on va dire, hein. Donc je pense qu'ils l'ont tué en fait, hein, pour me punir et m'intimider. Et, euh, et donc c'est ça qui me fait le plus souffrir en fait, hein. C'est quand mes animaux ou mes proches, hein, j'ai perdu des proches aussi dans des circonstances tragiques. Euh, des amis étranges aussi. Donc je viens de revisionner deux vidéos, notamment une vraiment où je suis surpris d'avoir publié ça parce que c'est vraiment, je me mets vraiment en danger en fait, où je divulgue des choses trop graves. Donc à l'époque, je sais pas, je faisais ça un petit peu par réflexe pour, je vivais le truc et puis en croyant que ça allait me protéger ou pour essayer vraiment, parce que moi je cherche vraiment à aller dans le cœur du problème et puis je cherche plus que la vérité, la véracité des choses. Et, euh, et, bah, et, et donc le problème c'est que depuis cette époque, ben, je m'écoute parler, bon je sens dans ma voix que j'ai le timbre de la voix qui est plus clair, parce que entre temps ma guérison, donc ça a encore duré 2 ans, hein, et moi je pensais vraiment que j'étais déjà au bout à l'époque. 1 an plus tard, je pensais que j'étais au bout. Il y a 3 jours, je pensais c'est-à-dire que tout le temps, j'ai l'impression que je vais y arriver au bout, puis ça met tellement de temps, c'est tellement, surtout sur la fin. C'est vraiment, ça correspond complètement à ma philosophie, à mon travail axiométique, hein. C'est quelque chose de fini qui définit l'indéfini à l'infini. Donc cette guérison, elle est interminable. Mais elle a une fin, mais en fait c'est une fin qui ne finit jamais, puisqu'à la fin c'est les cheveux qui poussent, hein, tout le temps. Donc c'est nos cheveux. Donc c'est du coup je vous montre, parce que voilà pourquoi je fais cette vidéo un peu. Parce que demain, à la même heure, donc j'aurais eu mon rendez-vous. Demain, j'ai rendez-vous donc à 14h30 avec le maire de Prades, le nouveau maire, là, Monsieur Delcor. Donc j'en parlais déjà en 2021, où je lui avais envoyé un courrier déjà à l'époque, plusieurs à l'huissier et tout ça. Et, euh, et bon, donc il s'est passé plein de choses encore entre temps, hein. Moi, ça fait donc 3 ans maintenant que je suis à la rue, que enfin, je suis à la rue, je suis dans mon petit casotte que je me suis construit. J'étais 1 an dans une caravane. Et j'ai une vie donc très rudimentaire en fait, hein, donc je suis affaibli quand même. Je sens à l'époque, j'avais passé 2 ans dans un squat, dans une vraie maison, donc j'allais bien, j'avais l'électricité quand même, j'étais bien, je pouvais travailler le soir. Mais là, je sens que entre temps, voilà, j'ai été vraiment, puis la société a continué à me rejeter, ma famille a continué à me harceler, me rabaisser, tout le monde s'y est mis, quoi, hein. Donc, et puis sur internet, tout le monde m'a lâché, hein. Donc
Enfin, en apparence. Donc, notre problème, il est où en fait? C'est que ma guérison, elle est toujours pas terminée. Alors, ah ouais, mais c'est normal parce que tu nous racontes elle est pas terminée ta guérison parce que tu nous racontes du fake news et qu'en fait tu guéris de rien du tout et que tout ça c'est du fake. Hypothèse peut-être, mais pas non. Sauf que non. Donc, du coup, demain, le maire, j'ai eu un rendez-vous sans son accord, hein. C'est-à-dire que je me suis imposé un petit peu à la mairie, elle est allée voir la secrétaire, elle m'a donné un rendez-vous avec le premier élu. Donc là, ils sont deux cette fois. Ils seront deux. Et donc, il va falloir que je lui dise... c'est-à-dire que je lui ai déjà dit plusieurs fois, ma guérison est terminée. Enfin, je l'ai dit à tout le monde, je l'ai dit... Donc ça me décrédibilise, je perds complètement en crédibilité parce que je dis qu'elle est terminée, ma guérison, et puis en fait les cheveux sont toujours pas là. Donc je vous explique en fait. Bon, moi je dis qu'elle est terminée parce que j'ai vu tous les faits, mais déjà au bout de quelques mois, déjà donc en décembre 2021, j'ai fait cette découverte en juillet, juillet-août 2021. Donc j'avais déjà réparé l'essentiel, c'est-à-dire qu'en décembre, mon rein était déjà remis à sa place, ma colonne était déjà redressée, les viscères avaient déjà remonté, et puis donc les dents commençaient déjà à se réparer. Mais c'était le début. Et bon, ce qui s'est passé l'année dernière à la même époque, en septembre 2023, donc là j'étais déjà bien au bout du rouleau parce que mon chien était parti depuis le début de l'année. J'étais avec ma vieille chienne qui donc, elle est partie au mois de mai cette année. Donc, bref. L'année dernière, je dis, bon Julien, je comprends en fait. Je comprends que c'est en essayant de réparer mes dents que mes cheveux allaient revenir. C'est-à-dire que jusqu'à... pendant 2 ans, je me massais principalement le crâne. Au tout début, j'ai vu qu'il y avait un lien avec la bouche, mais je ne comprenais pas. Parce que j'étais vraiment tout au début. Donc, ça partait dans tous les sens. Mais j'avais perçu donc, un mécanisme dans la bouche, un espèce de dentiste. C'est-à-dire que je mettais le doigt dans la bouche et je laissais faire le phénomène d'auto-guérison, et je me retrouvais, mon doigt, il se transformait en une espèce de chirurgien dentiste, mais d'une perfection, rapidité, d'une précision, comme si j'avais un robot, vraiment, même le meilleur des chirurgiens, il n'était pas aussi performant que mon doigt. C'est-à-dire que je mettais et le doigt en fait il accompagnait la fonction d'auto-guérison dans ma et il fallait voir au début à la vitesse où ça allait, comment il allait chercher tous les petits nerfs, et il reconstituait les dents, les racines et tout. Donc j'ai vu ce phénomène, je me suis dit qu'est-ce que c'est. Et bon, donc après je suis parti sur le crâne, et j'ai fini par comprendre donc l'année dernière que cet axe qui tourne là dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il est, donc faut imaginer un pôle nord en haut du crâne qui tourne dans le sens inverse, et avec son corollaire, son équivalent même, mais une équivalence exacte, d'une précision absolue, dans la bouche, ici, avec une racine. Donc la racine, elle est bien précise. Là, l'axe, il est là. Il tourne, il forme une spirale sur 4 étages. Et l'autre extrémité de l'axe, elle est là. Et là, par contre, ça tourne dans le sens horaire. Donc, et apparemment, ça suit le parcours, c'est-à-dire que tout le cycle, c'est le parcours de l'os sphénoïde derrière. L'os sphénoïde, donc c'est la respiration crânienne chez l'ostéopathe.
On parle d'ostéopathie crânienne même, hein. Donc je comprends cet effet d'équivalence, ce principe. D'ailleurs, bon, je travaille beaucoup en mathématiques, en physique là en ce moment. Enfin, j'ai élaboré des théories sur le principe d'équivalence, hein, chez Einstein. Du coup, ça m'a fait avancer, hein, ça va nous faire avancer, je pense. Et donc, cette équivalence, donc en fait, c'est la fonction, elle me dit clairement, elle me dit, si tu veux tous tes cheveux, il faut que je répare toutes tes dents. Mais je ne sais même pas, je les répare. Je les fais repousser, celles qui manquent. Donc 1, 2, 3, 4. Elles sont à peu près disposées au même endroit. Alors c'est très étonnant, justement. C'est-à-dire que les dents que j'ai perdu 4 dents. Et elles sont vraiment files, l'une au-dessus de l'autre. Et elles sont à un moment critique, justement, de hop, c'est vraiment à cet endroit-là que la fonction. Donc si j'ai perdu ces 4 dents, c'était vraiment pas par hasard. C'était vraiment lié à cette fonction. Et du coup, en récupérant mes cheveux petit à petit, il me répare donc toutes mes. Donc il refait pousser les dents. Alors c'est pas la dent qui pousse comme ça, hein. Il faut imaginer un circuit, hein, qui fait toute la dentition, qui redescend. Donc comme une espèce de train comme ça qui tourne et qui à chaque cycle, hein, dès qu'il arrive en haut et pouf, il redescend, il recommence son cycle. Bon bah hop, il rajoute de la dentition, hein, mais vraiment je parle de l'émail dur. Donc bon, mes dents ici en bas, elles sont un peu près redressées. Elles sont encore un peu de travers, mais il les redresse au fur et à mesure. Elles sont blanches, hein, donc elles sont là où elles étaient toutes, elles ressemblaient plus à rien, elles étaient toutes de travers, j'ai des photos, hein, j'ai toutes les preuves. Et donc elles étaient plus irriguées, quoi, en fait, il y avait plus de sang qui arrivait dedans, puisqu'il manquait toutes les gencives. Donc du coup elles reprennent de la couleur, elles reprennent de la force, de la dureté. J'ai de la force dans la mâchoire qui revient. Bon, ma mâchoire a complètement changé de forme, hein. C'est-à-dire que là c'est tout fin et c'est tout renforcé. Donc voilà mes cheveux, où j'en suis. Alors bon, il y a 4 mois de ça, j'ai retrouvé des vidéos, j'avais laissé pousser, mais vraiment long. Cette année là, j'ai laissé pousser long. Et donc j'avais des longs cheveux, et ici j'avais une longue mèche. Donc, si je laisse pousser, les cheveux sont beaux. Ils sont beaux, ils sont neufs, ils poussent, ils sont longs. Donc mais donc voilà, arrivé en haut, en fait, on a une espèce de... C'est-à-dire que là où tout le cycle, ça fait une toute petite... c'est la crête, en fait, hein, c'est vraiment l'extrémité. Donc bon, on voit bien que... C'est-à-dire qu'il y a encore toute la partie chauve, là, il y a toute une partie calvitie. Si vous mettez la main dessus, vous sentez du cheveu, hein. Là, ça devient... C'est plus que du duvet, là, hein. C'est râpeux, tout ça. Et donc là, j'ai encore passé la journée dessus parce que en me disant c'est bon, ils vont sortir pour le rendez-vous. Et puis à chaque fois, bon, j'arrive le soir et puis bah non, il faut encore, parce qu'en fait, il fait des cycles, puis des grands cycles, puis après un super grand cycle qui ramène tout, et puis hop, il ressort à nouveau j'appelle ça de la pâte blanche. Et en fait, il ressort de la pâte pour refaire du cheveu, pour continuer à refaire pousser les dents. Donc là, je commence à être vraiment 90% persuadé que une fois que j'aurai tous mes cheveux, une crête, une banane et tout, avec vraiment une touffe de cheveux, et je pourrais me faire une crête de punk, quand j'en serai là, mes dents seront revenues. Toutes mes dents, c'est-à-dire j'aurai toutes mes dents. Et maintenant, ça je le dis aux policiers, ça fait 3 ans à la municipalité, au maire, à tout le monde. Ce que je viens de vous dire, je le dis à tout le monde. Et ça change quelque chose? Ça change rien du tout. On me laisse tout seul, j'ai plus aucun ami, j'ai plus aucun soutien, nulle part, tout le monde m'ignore, plus personne s'inscrit dans mes groupes, de rien du tout, plus personne n'y croit.
Bon, c'est complètement surréaliste. Donc, comment je vais faire avec le maire demain? J'ai pris rendez-vous pour lui dire voilà, j'ai guéri une calvitie. Toutes mes recherches sont vraies, ça veut dire que ma découverte arithmétique est réelle. Et il va me voir arriver, il va dire mais c'est la tête. Ah bah non monsieur, vous êtes chaud. Donc, c'est ce qu'ils me font depuis 3 ans. Ils me disent non mais tu nous racontes tout ça, mais nous on voit comme Saint Thomas, hein, on croit ce qu'on voit. Et nous ce qu'on voit c'est un mec chauve. Alors bon quand même les policiers eux ils flippent. Ils ont bien vu en 3 ans quand ils me regardent comme ça. Et puis ça se voit en fait, c'est-à-dire je respire la santé. Et quand on m'a connu il y a 4 ans, 3-4 ans, où j'étais quand même, j'étais plus en mode vieux toxico. Bon, c'est vrai que je touche plus aux drogues dures et tout ça, mais j'étais quand même, je faisais mes 50 ans, mais enfin 47 ans à l'époque. Mais là, honnêtement, dites-moi, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un homme de 50 ans en face de vous, quoi? Donc même moi, j'ai du mal à me reconnaître. Je dis qui c'est ce bonhomme et tout. Et même dans mon corps, parce que ça m'a tellement modifié plein de choses que j'avais depuis l'enfance. Hein. J'ai réparé tous mes problèmes de colonne et tout ça, c'était lié à un accident où un cheval m'avait écrasé le pied, j'avais 2 ans et demi, 3 ans à peine. Donc j'avais un handicap vraiment dans tout le corps, je marchais de travers à moitié et tout. Depuis tout petit. Et là, je me sens dans la peau d'un... Bon, je fais pas de sport, je fais pas assez. Bon, si je devrais aller à la boxe là ce soir. Et j'ai zappé. Et parce que pareil, j'ai fait un an de boxe et en leur disant que je guérissais de la calvitie, c'était il y a 2 ans. Et puis bah, voilà. Du coup, les gens ils me disent ouais, mais toi tu racontes n'importe quoi. Voilà. Donc, honnêtement, est-ce que vous avez l'impression de voir un homme chauve là? Non. Il faut voir comment c'est remonté, c'est bien. Donc c'est pour ça, je vais bien les laisser pousser après. Hein, on va voir comment. Donc il y a encore des cheveux blancs qui sortent. Il y a de la barbe blanche qui sortent parce que il faut comprendre que tout ce qui est de cheveux blancs, la blancheur c'est lié à cette fonction, aux dents et tout ça. Et alors après les gens qui ont les cheveux complets, c'est voilà, et que mes cheveux blancs ils apparaissent puis après hop ils disparaissent. C'est-à-dire qu'au début, tant que c'est pas soigné, ça sort en blanc. Et puis après, un mois plus tard, les cheveux blancs, ils sont plus là. Même des fois, c'est sur les sourcils. J'ai des sourcils blancs qui sortent. Et puis, 2-3 jours après, il n'y a plus de sourcils blancs. La barbe, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire au maire, du coup? Voilà ce que j'ai l'intention de lui dire. Donc, on verra demain. Je referai une vidéo après le rendez-vous. Celle-là, je vais l'envoyer demain matin. Je vais lui dire, écoutez, vous êtes médecin. Moi, on m'a arraché les dents de sagesse à l'âge de 19 ans. Tout ce qui est mes problèmes de dos et tout, c'est vrai qu'on ne peut pas le prouver. Mais simplement, il me fait une radio des dents. Et j'ai vraiment l'impression que mes dents de sagesse, elles ont repoussé. Hein. Il m'a refait mes dents de sagesse. Hein. Donc pour un philosophe, c'est pratique. Mais quand on aime la sagesse, mais ce que j'ai envie de lui dire, c'est écoutez, vous êtes médecin, en plus d'être maire. Donc moi, en fait, je disais, est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin? Bon, la dernière fois, je l'ai écrit, j'ai ouvert une maison, j'ai mis une maison électricité à mon nom, ils l'ont tout de suite mis en vente, ils ont tout viré, tout débarrassé. Et j'ai fait ça un peu exprès pour voir si j'étais surveillé par les RG. Et puis bah effectivement, j'étais surveillé par les RG parce qu'à partir du moment où je l'ai ouverte, j'y suis allé, ils ont commencé à tout vider. J'ai mis l'électricité à mon nom, boum, ils l'ont fermé, ils l'ont mis à vendre. Hein, donc ça s'est fait en 15 jours de temps cet été. Donc c'est bien que je suis surveillé. Ils surveillent mes moindres faits et gestes. Donc je lui disais, moi cette maison, en fait, j'ai mis l'électricité à mon nom, je veux la prendre. Si elle est à vendre, de toute façon, je vais l'acheter, hein, parce que une guérison de calvitie, logiquement,
J'aurai les moyens d'acheter une maison après, hein, si je suis le premier homme à savoir gagner une calvitie avec toute une philo derrière et qui refondent les maths. Donc là, ça leur plaît pas du tout. Et puis derrière, je lui dis, moi, c'est vraiment pour, dans le souci d'être pris au sérieux, pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et c'est ce que je vous demande depuis 12 ans. C'est tout ce que je demandais, en fait, quand je m'adressais aux scientifiques, aux militants ou aux politiques. Je disais, bon, prenez-moi au sérieux, essayez de considérer mes propos de façon sérieuse et honnête, intellectuellement, et ouvrez-moi les portes. Ne me laissez pas comme ça, seul. Et je vous dis ça, c'était en 2011 déjà, hein, même avant de faire ma découverte philo. Déjà, à partir de cette découverte, voilà, et en retour, j'ai eu exactement l'inverse. Hein. J'ai eu de la persécution, de la totale. Et ça continue. Donc, c'est que, voilà, ils savent très bien, là, j'ai dit à la secrétaire, j'ai dit à 9 chefs d'accusation contre la ville, donc ils savent très bien que je peux faire tout un tapas avec des avocats, essayer d'attaquer en justice et tout, mais attaquer l'État en justice, franchement, c'est pas du tout dans mon intérêt, c'est dans l'intérêt de personne. Si ce que je dis est vrai, et ça l'est, chaque fois je dis la même chose, est-ce que c'est dans l'intérêt de tous que je parte en guerre contre un système de toute façon qui est forcément plus fort que moi, de toute façon, quoi qu'il arrive. Même si je guéris de la calvitie, je refonde les maths, tout ça, c'est pas moi qui vais... en plus, c'est surtout pas mon ambition, quoi. Hein. J'ai pas envie j'ai pas envie ni de pouvoir, ni d'argent, ni de... Enfin, un petit peu pour vivre, et puis ça me suffit, quoi. Hein. Et puis de pouvoir, au secours. Donc... enfin le pouvoir dans le sens domination de l'un sur l'autre, hein, pas le pouvoir dans le sens liberté, la possibilité de. Par contre, voilà, augmenter l'ordre sans le pouvoir, voilà, c'est ça. c'est le donc ce que je recherche moi simplement, parce que j'ai regardé donc aujourd'hui. J'ai toujours pas attaqué même mon chantier parce qu'il pleuvait un peu et puis j'ai pas assez de motivation. Puis je voulais essayer de sortir mes cheveux, mais j'y arrive, mais trop lentement. J'ai regardé d'autres vidéos, notamment en ce moment, je suis un petit peu sur Thomas Durand. Donc je l'appelais la tronche en biais dans mes autres vidéos, mais voilà, son nom c'est Thomas Durand. Lui, il s'appelle, il se fait appeler, il a un petit surnom. Et que lui-même il s'appelle comme ça. Il était interviewé par un youtubeur que j'avais dans mes contacts, mais j'avais pas la cloche, donc je suis tombé dessus un peu par hasard, et en fait il a une chaîne super qui s'appelle Sismic, et ça a l'air d'être un homme, il porte le même prénom que moi, Julien de Vrex, un truc comme ça, et il a fait toute une série de podcasts pendant des années. Il a fini par écrire un livre où il se questionne de façon avec une honnêteté intellectuelle assez remarquable. Que j'ai remarqué. Ça a l'air d'être vraiment quelqu'un de vraiment de bonne foi dans sa démarche, qui n'est pas forcément issu du monde universitaire. Je connais pas son histoire, je connais pas son cursus, mais depuis 6 ans maintenant, il explique, il s'interroge sur le monde, ses dérives, ses risques, tout ce qu'on nous balance à la télé, quoi, hein, tout ce qui nous fait flipper un petit peu, ça l'inquiète, et du coup il a interrogé pas mal de gens sur sa chaîne, des personnalités. Donc j'ai écouté une émission, une interview d'un décroissant de gauche, parce que je vous parle de ça, de la décroissance, en essayant de créer un petit peu le débat avec, d'alimenter le débat avec Aurélien Barraud. Mais il faut comprendre que je fais tout ça vraiment dans l'intérêt de tous, pour essayer qu'on sorte, j'essaye de pousser la porte qui est fermée, elle est fermée, puis je suis là, je cherche des solutions jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Et
Et donc le but, c'est que j'y aille pas comme un bourrin, que je défonce la porte à coups de... ou alors en hurlant, ou en défonçant voilà, à coups de hache et tout. Non, non, j'essaye d'y aller avec intelligence, avec de l'humanisme. Et, et du coup, il faut que je fasse très attention qui je fréquente, avec qui... Bon, c'est un avantage, là je fréquente personne en ce moment, mais même sur Internet, quoi, avec vers qui je m'oriente. Donc ces derniers temps, j'étais sur Thomas Durand parce que son travail de zététique, puis je cherche l'honnêteté intellectuelle en fait, hein, que j'ai pas trouvé chez Étienne Klein ni Aurélien Barraud, mais ça se comprend vu leur notoriété. Donc un Thomas Durand, il est moins justement, c'est un personnage moins médiatique. Donc je me suis dit avec lui peut-être que... Et puis plus je l'écoute, plus je m'aperçois que en fait le problème c'est qu'il a pas intégré. Et bon, ça a été ça pendant 20 ans, hein, où j'arrivais à détecter les gens qui étaient ouverts à la sociologie de Morin, à la complexité, hein, et qui avaient un état d'esprit qui s'adaptait à la pensée complexe. Enfin, il faut dire l'intelligence de la pensée complexe, c'est une meilleure formule. Et puis d'autres qui restent hermétiques en fait, hein, qui restent un peu coincés dans un dogme un peu cartésien, rationaliste à l'ancienne. Et c'est le cas de Thomas Durand apparemment. C'est-à-dire que dans son discours, on voit que très souvent, paf, ça se ferme. Et il est dans un rationalisme pur, un peu dur. Et même si donc lui-même il écrit des romans un peu de science-fiction où il va traiter de la magie et il va traiter justement tout ce qui traite dans son travail de zététicien, tout ce qu'il va dénoncer, lui alors paradoxalement hein, il va écrire des histoires fantastiques quoi, avec de la magie et tout ça. Et bon, et dans ses jugements du coup on sent qu'il manque de... Il y a une espèce de rigidité, hein, on va dire, qui a une apparence de rigueur, et en fait qui serait plutôt une forme de psychorigide. Enfin, je ne veux pas le traiter psychorigide, hein, mais une rigidité intellectuelle qui n'aurait pas chez son intervieweur, ce Julien le sismique. Julien Devrex, où on voyait que lui, quand il interrogeait, il avait un peu le regard en l'air, il était toujours un petit peu sceptique sur les réponses de Thomas Durand. Majax, je sais plus comment il se surnomme. Et non, Gérard Majax, c'était un magicien dans les années 80. Et donc, so what donc oui, je vois bien, il fait ses petites émissions, il est dans son personnage de youtubeur, là, ça coule de source là en ce moment, il nous envoie des infos, des trucs, bon il est sur Didier Raoult, sur Aberkan et tout ça, donc moi je dis bon, laisse-les faire le travail, en plus c'est tout à fait entendable, hein, les critiques qu'il a à faire envers Raoult, hein. C'est-à-dire que Raoult en fait il profiterait un petit peu de sa notoriété publique actuellement pour sortir des livres où il remet en question le darwinisme hein, en biologie. Et alors que, bon, du coup, Thomas Durand, il explique que oui, ça fait déjà un siècle qu'on sait que le darwinisme, en fait, tout n'est pas que génétique. Il y a aussi de la phylogénétique, enfin, ça vient aussi de l'extérieur, il y a des effets. Donc, Raoult, lui, comme il est, comment on dit, sa spécialité, c'est les virus, les maladies infectieuses. Donc il explique dans ses 2 derniers livres, apparemment il a écrit 2 livres là-dessus, coup sur coup, pour justement expliquer que les maladies infectieuses viennent modifier le gène en fait, hein. Elles ont une influence sur la génétique. Mais ça, justement, on le sait depuis un siècle. Parmi les scientifiques, que tout n'est pas que génétique. Enfin, c'est-à-dire que la génétique, elle n'évolue pas simplement par transmission du gène, par la sexualité, mais la reproduction, mais aussi par des influences extérieures. Donc même les astrophysiciens doivent reconnaître les particules élémentaires.
elles sont tellement petites, tellement fines, donc des fois quand elles arrivent à traverser l'atmosphère, plutôt que finir en aurore boréale, là au niveau de la... Donc soit elles finissent au niveau des pôles, soit elles arrivent à traverser la Terre et elles arrivent jusqu'à nos gènes. Donc par exemple quand il y a une perturbation dans la bulle magnétique de la Terre ou que les pôles s'inversent, hein, donc ça arrive souvent dans l'histoire de la Terre où les pôles s'inversent, et là c'est ce qui se passe un petit peu, là il y a depuis un siècle les pôles se décalent. Bon bah là les particules, elles arrivent et boum, elles viennent nous modifier. Donc par exemple pour expliquer les dinosaures, l'évolution de la vie, même si on prend en compte simplement les facteurs de reproduction d'une espèce à l'autre, ou les facteurs de prédation, ou même l'environnement, s'il y avait assez à manger, si le temps était clément, ça suffit pas. Il y a encore d'autres facteurs, ou même les virus, même si on ajoute les virus, les maladies infectieuses qui viennent modifier le gène, ça suffit toujours pas. Il y a encore des petites particules qui viennent de l'espace et qui peuvent encore nous modifier notre génome. Donc c'est donc voilà, donc les Aberkan, Divisio et compagnie, et donc Raoul, tout ça, c'est des gens qui surfent sur la vague, ils sont sur leur notoriété, ils font le buzz, ils ont des médias, donc ils en profitent pour écrire des livres, pour faire voilà, une logique de végétarien un peu. On est des stars tous un peu. Donc on va pas leur en vouloir parce que bon, leur en vouloir après, c'est vrai que si leurs livres sont de qualité médiocre, et ben après c'est ça que j'aimerais dire à Thomas Durand, essaye de faire des trucs un peu plus moins polémistes. Il y a toujours eu des scientifiques, des savants, plus ou moins pseudo-savants, un peu, qui ont écrit des livres et qui tout ça pour se faire mousser un petit peu pour dire j'ai écrit un livre, et puis sans vraiment travailler sur la rigueur du livre en lui-même. C'est simplement bon, on va pas surtout bah voilà, c'est que moi en fait j'essaye de les amener, ces gens-là, je vais y arriver, hein. Si Dieu me prête vie, bon, comme je crois pas en Dieu, bon voilà, mais enfin j'y crois, mais c'est comme il n'existe pas, parce que bon voilà, il y a tout un truc que bon, moi j'ai vu tout le monde faire ça en fait, toutes ces années écrire des livres, donc je sais pas combien il a écrit de livres pendant 12 ans, Étienne Klein, Aurélien Barraud, voilà, il est allé écrire un livre avec Jean-Clay Martin, un Deleuzien, donc c'est là où on a eu un petit conflit. C'est-à-dire que moi j'étais avec Jean-Clay Martin à l'époque, j'essayais sur Facebook, j'essayais de l'alpaguer, il était Deleuzien. J'ai vraiment fait ma découverte théorique grâce à Deleuze, hein, vraiment. Bon, bien que c'est Morin qui m'a conduit pendant 20 ans, mais qui a un peu conduit ma pensée, mais c'est Deleuze vraiment dans son cours sur Leibniz, le numéro 5, où il met en dialogue, en plus un dialogue artificiel qu'il a construit lui-même dans son cours, mais son cours il est splendide, hein, il faut voir du grand Deleuze, et où il met en dialogue Leibniz et Kant, et cette vidéo, je me souviens en 2012, je l'écoutais, et là, j'ai eu le paf, et après ça m'a donné voilà 4 ans, 5 ans de travail pour construire cette axiomatique qui a fini par refonder les maths, hein. Donc voilà, donc je me dis bon, est-ce qu'il faut que je choisisse un youtubeur exprès comme un espèce de ce que j'aurais besoin, c'est un espèce de porte-parole, quelqu'un qui, pas un porte-parole, mais quelqu'un qui s'ouvre au dialogue avec moi et qui se dit de bonne foi, qui dit bon bah on va essayer de voir si Estrada, tout ce qu'il raconte depuis 12 ans, c'est tout ce que je demandais en fait, hein, toutes ces années. Je dis mettez-moi quelqu'un de solide, ou même une équipe, hein, allez-y à plusieurs s'il faut, pour voir vraiment si mes propos sont irrationnels ou pas, ou si vraiment je suis un conspi, voilà, là, un escroc de la pensée, comme ils peuvent en dénoncer d'autres, hein, ou pas. Et, et bon, c'est pas ce qui se passe. Donc j'ai hésité à envoyer un courriel cet après-midi à Sismic, je vous mettrai le lien, hein. Je vous mettrai les liens des vidéos que j'ai regardées.
Là, il en a sorti une très récemment, il y a 9 jours, donc là où vraiment on est vraiment pile dans le domaine, c'est-à-dire c'est sur la connaissance, où il retrace un peu, donc c'est son 5e épisode, il en reste encore un, où là il va attaquer les potes modernes. Donc là c'était le 5e épisode sur le 19e siècle. Donc Kant, Hegel, la révolution copernicienne de Kant, enfin tous les auteurs qu'il cite, je les connais. Je vous en ai parlé dans les vidéos de la chaîne. Donc tous les thèmes qu'il aborde sur le problème de la vérité, du réel, le rapport entre voilà, le réel et le vrai en fait. Je suis allé voir aussi un autre petit youtubeur aussi qui fait des trucs un peu sur la matrice et tout, avec des trucs sur les postémologies, je vous mettrai aussi le lien. Qui est un peu dans le... Voilà, où il cherche à comprendre un petit peu... faire la part des choses, quoi. C'est-à-dire où est le vrai, où est le faux. Bon, ce Julien de la chaîne sismique, là, des vrais, on sent vraiment un honnête homme, inquiet par la tournure des événements dans le monde, qui cherche à vraiment honnêtement, avec son podcast, il a interviewé plein de gens, il fait des vidéos lui-même, très poussées, sérieuses, avec des références sérieuses, académiques, et il a fini par écrire un livre. Donc je vais faire la promo de son livre. Moi je peux pas l'acheter, j'ai déjà du mal à acheter des croquettes de mes chiens, mais voilà, je trouve ça... je pense que c'est vers ce type d'individus qu'il faut que je m'oriente. C'est-à-dire qu'ils sont pas trop médiatiques, même quasiment pas, hein, on les voit pas à la télé ou quoi, machin. Mais bon, il a son petit territoire médiatique sur YouTube. Il est cohérent, il fait un travail sérieux. Il le fait bien. Je le sens pas trop encarté ni à droite ni à gauche, je sais pas. Ça m'a l'air vraiment d'être quelqu'un, enfin bon, de bonne foi. Et du coup, je pense que c'est de cette manière peut-être que je vais réussir à tous vous convaincre hein, de la véracité de mes propos, sans alimenter cette guerre qui m'oppose aux institutions, à l'État et donc aux universitaires aussi. Donc de chercher tout le temps à les provoquer, d'aller voir les philosophes. Bon, là je vous ai parlé de cette lettre que j'avais envoyée, donc ça m'est revenu, c'est Bernard Stiegler, hein, et que j'avais contacté déjà dès 2000, je crois en 2015, hein, je crois, j'essayais d'aller il faisait des séminaires, et puis j'ai pas pu, hein, j'étais tellement dans la précarité, je pouvais pas aller le voir, donc je lui ai envoyé 2-3 mails, c'est sa femme qui a fini par me répondre en me disant qu'il n'était pas disponible. Et puis bon, il est décédé. Donc, mais j'ai essayé de contacter sa fille, qui est prof de philo aussi à Bordeaux, qui a écrit des bouquins aussi, je crois, récemment, là, genre une critique un peu à post-Covid, quoi, un peu, hein, de dire, bon, il faut pas s'adapter, je crois qu'il faut s'adapter. Une critique de ça, de cette logique d'adaptation. Darwinisme social, bon, très à gauche tout ça. Hein. Stiegler, il était pro-État. Enfin, il essayait de moraliser avec la philo. Bon, c'était un vrai philosophe, hein, ce Bernard Stiegler. Hein. Il a fait un vrai travail de philosophie rigoureux. Pour bon, il essayait d'articuler la problématique du cyber hein, avec la politique en fait, hein, avec la politique sociale. Bon, mais oui, j'avais envoyé ce courrier, donc il doit être dans mes archives, je dois le retrouver, hein, à des personnalités comme ça, et puis bon, je vois bien que ça à part finalement alimenter la confusion et la haine et le mépris et le rejet et l'incompréhension, je vois bien que ça sert à rien d'agiter comme ça les drapeaux devant des statues comme BHL où on ferait, c'est des gens, ils sont tellement... donc ça sert pas à grand chose. Par contre, donc des gens qui sont plus à peu près mon âge, qui sont, bon, pas trop reconnus, mais qui ont quand même un peu d'audimat,
Et que comme ça, de façon modérée et puis raisonnable, on arrivera peut-être à comprendre justement ce qui est en train de nous tomber de... Donc c'est une expression que j'utilise souvent, je dis voilà là, ce qui est en train de nous tomber dessus, parce que bien sûr, j'écoute... Donc j'ai écouté aussi une autre interview de Sismic, donc je vais vous la mettre aussi, d'un décroissant, je sais plus comment il s'appelle, Lieuget, Vincent Lieuget. Donc là c'est vraiment parce que je parle souvent de décroissance dans mes vidéos, et donc là il fait toute une rhétorique, il y a toute une rhétorique sur la décroissance où il a travaillé avec Paul Ariès, donc je connaissais très bien à l'époque déjà. Voilà, Paul Ariès, j'ai essayé de le contacter, je lisais ses livres. Bon, le problème pour moi, c'est vraiment la politisation, la récupération politique, hein, des idées novatrices. Hein, bon, la décroissance, c'est pas nouveau, hein, c'est l'écologie politique des années 70. C'est une réémergence en fait, c'était un retour dans les années donc fin 80, ouais, 2000, début 2000. Il y a eu un retour comme ça de l'écologie politique radicale, et bon, on voit bien maintenant comment on noie le poisson en fait, hein, et comment ça tout ce discours là, bon, alors ça marche au niveau local, enfin, c'est-à-dire que les expériences, je sais qu'il y a ça a influencé beaucoup de gens qui ont changé leur mode de vie. Ils ont quitté des ingénieurs qui ont tout lâché, ils ont pris leurs économies, ils ont quitté la ville et puis ils sont venus à la campagne travailler pour Biocoop, produire du local, du bio, donc il y a des effets positifs quand même. Mais dans le fond, et dans la forme, et puis dans le niveau global, on voit bien que l'impact, elle est quasiment nulle, quoi. Voilà, surtout si ça part en guerre mondiale, ça devient quelque chose de beaucoup plus... je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'on essaye de traiter les choses en surface, hein, un peu comme tout le monde fait un peu au quotidien. Et il y a une expression dans la complexité, enfin une petite formule qui pourrait aider à comprendre le truc, qui revient souvent, c'est le symptôme en fait, c'est changer le pansement. Alors on a différentes images. Soit c'est au lieu de changer le pansement, il faut soigner la plaie. Bon, après ça fait partie du truc, mais voilà, c'est un problème de l'auto-guérison, hein, qui vient. Ou alors c'est quand la baignoire déborde. Donc il faut imaginer un peu notre civilisation qui n'en peut plus, elle est là, elle est ras la casquette, donc une baignoire qui déborde. Et nous, ce qu'on fait, on écope. Et on essaye de... Alors il y a le robinet qui coule, il y a la baignoire qui déborde, et nous on est là avec un petit... et on enlève, et puis au fur et à mesure où on enlève l'eau de la surface, enfin de la baignoire, avec un petit seau, un petit bol, une louche ou quoi, la baignoire elle continue de se remplir, puis hop, ça redéborde à nouveau, et puis nous on est là, on écope, et ça redéborde. Donc on est un peu dans une espèce de schizophrénie comme ça. Alors qu'en fait il faudrait couper le robinet déjà et puis après on ouvre la bonde, la baignoire elle se vide. Donc le robinet ça serait quoi? Ça c'est le productivisme un peu, hein. Parce que cette image du débordement c'est quoi? C'est la surconsommation, hein, le gaspillage, la pollution, les risques nucléaires et compagnie, bactériologiques et tout. Donc on a une société syndinique, hein, enfin la syndinique c'est l'étude du risque, mais une société risquée, quoi, hostile. Donc ça c'est le débordement de la baignoire, et puis couper le robinet, ça serait un petit peu dire, je dis rien parce que vous allez me trouver trop radical, mais enfin je dis rien, on va dire ralentir la chaîne, arrêter plutôt, parce que couper le robinet c'est vraiment fermer. Donc c'est stopper la chaîne du productivisme sans limite et complètement aveugle et barbare, hein, qui ravage tout.
Donc là, il y a plein d'exemples concrets, hein, les stations d'épuration, les centres d'incinération, bon, tout ça, c'est des problèmes graves, hein, à traiter pour l'environnement. Voilà, le problème de l'emballage, de la mondialisation du commerce. Et puis tirer la bonde, ce serait vraiment réparer la planète en fait, hein. Donc du coup dépolluer les zones polluées, voilà. Et là on repartirait sur un nouveau, bon on pourrait remplir la baignoire, du coup on pourrait gérer mieux le flux, on va repartir, bon c'est de la métaphore tout ça. Mais bon, du coup la décroissance elle est trop, on va dire, elle est enclavée dans une idéologie politique, enfin elle est encadrée comme ça par toute une idéologie politique qui ne peut pas généraliser à toute la planète, hein. C'est ça le problème. Et c'est cette guéguerre, parce que j'ai vu là, ils sont pour un revenu inconditionnel, c'est un peu comme le revenu minimum universel, donc déjà il y a pas mal de polémiques par rapport à ça. Parce que c'est des idées aussi qui peuvent venir de droite, voire des milliardaires, hein, qui vont nous réduire à l'état d'esclaves. Et donc, bon, donc il a parlé de ça un peu. Bon, il y a des expériences qui sont faites actuellement, mais je sens un peu la démagogie politique, hein, la démocratie participative, un peu comme on fait aujourd'hui. C'est pour aller dans le sens du poil, hein, le peuple, on le caresse dans le sens du poil, et puis derrière, bon. Donc, et puis, donc cette décroissance, elle a aussi un caractère un peu, donc aussi très, enfin, quand elle est de gauche, hein, donc ils veulent faire aussi un revenu maximum. C'est-à-dire, bon, on garantit un revenu minimum pour tout le monde, hein, même si on ne travaille pas. Et donc ça développe apparemment des activités où on s'investit plus dans la société, on est moins en mode cassos, alcoolique, quoi, ou voilà, chômeur dépravé. Et puis il y a un aspect aussi avec la décroissance où on peut voilà, limiter les revenus d'en haut, et ou comme Mélenchon qui va proposer de remettre un impôt sur le revenu, et puis d'interdire même les millionnaires, quoi, en fait, de s'attaquer aux millionnaires. Enfin s'attaquer vraiment, dire c'est à cause des millionnaires, et donc du coup si tout le monde a un revenu entre 1000 et 5 ou 10 000 euros et pas plus, et on n'a pas le droit d'aller au-dessus, c'est bon, c'est gagné, on a redonné la justice sociale. Donc non, je pense que c'est une erreur tout ça, et qu'il ne faut pas aller contre des forces de la nature. Voilà, c'est-à-dire que quand j'ai dit l'État est à l'espace, que le temps est au capitalisme, c'était pas du tout dans l'idée de faire tomber l'État et le capitalisme. C'était résoudre le conflit entre Marx et Bakounine, hein, ce qui s'est passé en 2011. Hein. J'ai vraiment compris un truc qui avait divisé l'international communiste au tout début au sujet de l'État. J'ai vraiment compris un truc fondamental, qu'en fait il y a une force dans la nature comme ça, avec l'argent, le pouvoir, qui est vraiment dans la nature. Et au contraire, c'est en admettant, en ayant conscience. Donc c'est un peu comme toutes mes découvertes en maths ou en physiologie, hein. C'est quand on prend conscience du phénomène de la nature qu'on arrête de fantasmer un peu dessus en imaginant que un autre monde est possible, on va éliminer tous les milliardaires, les millionnaires. Tout ça c'est du fantasme en fait, hein. Et bon, c'est comme pour la guérison où on pense qu'à une prière et tout ça. Non, il y a un petit axe qui fait tout le travail. Et donc du coup, ce serait plutôt retrouver un peu le sens de la nature et de la culture. Donc en disant non, bon, s'il y a des industriels, s'il y a de l'industrie, s'il y a des banques et tout, c'est pas pour rien non plus. C'est nécessaire. Donc, hein, dans une approche un peu spinoziste, il y a une nécessité qui est immuable, on va dire, qui est là de toute éternité. Et après, c'est nous, en tant qu'humains, avec notre raison, hein, parce qu'on n'a que ça, c'est ça en fait notre arme absolue en fait d'humain, d'être humain. C'est de faire la part des choses en fait, hein, entre ce qui est nécessaire et ce qui l'est pas en fait, et ce qui est abusif, là où on dépasse la limite,
Et là, parce que la décroissance, c'est beaucoup une question de limite, hein. Et là où, en fait, là où on la dépasse, c'est là où il faudrait justement remettre les choses un petit peu, voilà, les choses à l'endroit, quoi. Les pendules à l'heure, moi je dis souvent, je dis mettre les pendules à l'heure comme c'est une question de temps, hein. C'est une histoire sur le temps. Mais en gros, vulgairement, ce que je dis, c'est que si vous voulez acheter un ordinateur, on va pas dire demain, bah fini, terminé, les ordinateurs, les smartphones, terminé, la décroissance a gagné, donc il n'y aura plus d'industrie. Bon, alors que, non. Moi, ce que je dis, c'est que cette logique industrielle, particulièrement l'informatique, donc la miniaturisation, qui fonctionne toujours sur une logique de four. Pour fabriquer une puce, un microprocesseur, c'est des fours qui montent à 700 degrés, qui consomment beaucoup d'énergie. Derrière, on connaît, bon, je vous ai envoyé aussi le lien Thinkerview là, sur toute cette problématique entre l'écologie et le monde numérique, quoi, les nouvelles technologies de l'information. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une espèce de mimétisme, enfin, c'est pas un mimétisme, c'est un effet de conquête, en fait, hein, de l'industrie qu'on n'a pas su, parce qu'on n'avait pas les outils intellectuels pour, hein. C'est-à-dire qu'on était dans une logique de conquête des droits sociaux, de lutte des classes, voilà, avec le socialisme et tout, mais on n'a pas su anticiper le problème écologique, donc il est apparu vraiment tardivement, dans les années 70, et que du coup, revoir toute cette approche critique et révolutionnaire et de lutte des classes, de façon plus raisonnée et raisonnable, en disant, bon, moi je suis bien content d'avoir mon poste de télévision, d'avoir mon ordinateur, d'avoir des outils perfectionnés, même une montre, hein, à la main. Enfin, ça se fait plus les montres, mais voilà. Tout ce qui relève de l'industrie high-tech, je suis content de l'avoir. Par contre, d'avoir des pommes, donc là je fais ma petite enquête sur les pommes en ce moment, des pommes du Chili à Lidl qui sont à 3,50 €, alors qu'ici dans la région il y a des pommes à 1 € qui sont locales, qui sont pas traitées, qui n'ont pas traversé l'Atlantique et qui sont à 1 € le kilo, alors que celles du Chili elles sont à 3,50 € et elles ont fait, voilà, hein. De dire, ben voilà, en fait, c'est-à-dire que la mondialisation, elle a été complètement influencée par le libéralisme, hein, et bon, le marxisme aussi, un peu, bon, l'OMC, quoi, la logique de l'OMC, et un libéralisme de gauche, quoi, on va dire, mais avec toute une idéologie, trop d'idéologie justement, où elle s'est imprégnée après, bon, après voilà, il y a des gens comme Bill Gates, tout ça, qui font du forcing, hein, mais voilà, où elle s'est répandue sur tous nos pans de vie, tout ce qu'on consomme. Donc y compris voilà, les meubles, donc la nourriture en premier lieu, les meubles, les biens de consommation voilà, du quotidien, avec la Chine et tout ça, donc ces grands marchés internationaux qui ont envahi le marché, qui envahissent nos vies avec les grandes surfaces et tout ça. Et puis bon, toute cette idéologie du marketing, en disant que non, bah voilà, en fait, les anciens, ils voyaient bien que le monde marchait à l'envers, hein, tous les anciens le disaient, hein, enfin les anciens honnêtes, ils disaient, oh là là, je me souviens encore dans les années 80, j'entendais des anciens, oh là, où va le monde? Ouh là là, où est-ce qu'on va? Ils voyaient bien qu'on était en train de marcher sur la tête, parce que, bah eux, justement, ils savaient que quand ils plantaient une tomate dans le jardin, elle serait meilleure, rappelez-vous le film de Louis de Funès, hein, enfin voilà, on savait déjà dans les années 70 que l'industrie appliquée à la nourriture, elle allait nous conduire vers la maladie, vers la malbouffe et vers une dérive idéologique, hein. On le savait.
Donc voilà, mais voilà, je reviens toujours là-dessus, là ça part en guerre. Donc voilà, donc que j'achète une platine, bon CD ça existe plus, je suis un peu old school, mais je vais acheter là j'ai acheté une petite enceinte qui vient de Chine, elle marche super bien depuis 2 ans, j'en suis trop content là, hein, avec une petite pile lithium, bon, c'est vrai que c'est l'état rare et tout, c'est pas... Donc là je peux me dire, bon d'accord, je l'ai payé 100 balles, c'est rien, hein, franchement, quand on voit ce que c'est. Quand on voit tout ce qu'il a fallu pour fabriquer cette petite enceinte Bluetooth et tout, la valeur, bon ça il faudra une vidéo là-dessus, hein, la valeur travail, avec une dédicace à Alain Soral, à gauche du travail et droite des valeurs. Faudra que je fasse une vidéo complètement là-dessus, mais en tout cas, voilà, de retrouver la raison dans le sens où, bon, laissons César ce qui appartient à César, c'est-à-dire si on veut fabriquer un ordinateur, jamais personne ne peut le faire dans son garage. Par contre, des tomates, des pommes, ou donc du coup tous les produits, les petits produits qui viennent de Chine, donc je sais pas, de la vaisselle, des vêtements aussi, hein, tous les vêtements. Hein. Il faut voir quand même, il y a un siècle, en France, l'industrie, en fin du XXe siècle, hein, l'industrie du textile, comment elle était présente. J'adore revenir aussi sur le Manu France, hein, à Saint-Étienne, hein, où les catalogues Manu France, ils faisaient tout était fabriqué en France. Hein. Et puis après, quand on parle de relocalisation, ce soit vraiment la vraie relocalisation. C'est-à-dire que là, à Lidl, ici, c'est des pommes qui viennent de départements du 82, du 84, du 37, du Chili, et aucune pomme des PO, alors qu'elles sont là, elles sont à 100 mètres, 500 mètres, 1 km, il y a des champs de pommiers tout autour du Lidl. Donc, retrouver le sens de l'espace-temps. Et c'est pour ça que je parle d'une économie de l'espace-temps, d'une sociologie de l'espace-temps, d'une politique de l'espace-temps, pour que, en fait, mes recherches, elles soient cohérentes, vraiment, s'il est question de refonder les maths et de comprendre le principe d'auto-guérison du corps, hein, c'est vraiment quelque chose d'universel, je parle d'un nouvel universalisme, quelque chose qui puisse se généraliser. Donc ils ont fermé l'Intermarché là au-dessus, mais je crois que j'avais fait une vidéo à l'époque aussi, donc qui doit être sur la chaîne là précédemment, où j'avais un petit peu théorisé ça, j'avais commencé à théoriser ça, un peu comment on pourrait faire une espèce de supermarché directement, enfin voilà, producteurs, consommateurs et locaux, vraiment que tous les locaux puissent se réunir, donc ça se fait déjà, hein, des petites coopératives et tout, mais là on est face à une contre-idéologie, là, la bio, tout ça, tous ces gens qui sont dans l'alternative, donc les écolos, les décroissants, tout ça, bon, ils sont dans une alternative qui est pas assez, en fait, qui n'arrive pas à pousser la critique sur l'industrie jusqu'au bout. Donc en 2007, j'ai essayé de communiquer avec un chercheur, ingénieur écolo, Fabrice Flippo, qui avait fait sa thèse justement sur une critique vraiment acerbe de l'industrialisme. Et voilà, je me souviens à l'époque, j'étais très motivé par ce qu'il disait. J'ai essayé de rentrer en contact avec lui, mais ça n'a pas marché. Il ne m'a pas pris au sérieux. Déjà à l'époque, j'aurais dû savoir où j'allais, mais si j'avais su. Et donc revoir notre rapport à l'industrie. Bon, voilà, quand Macron parle de plein emploi, ouais, je pense que c'est possible. Mais alors voilà, c'est-à-dire comment on peut arriver à redonner du plein emploi à tout le monde, parce que du travail, c'est pas ce qui manque en fait, hein, sur Terre. Et mais après, sous quelle forme, hein, si c'est pour revenir mettre les gens en RSA comme ça dans des espèces de camps pour planter des tomates locales, ou de travailler dans un supermarché local avec des précaires et des chômeurs pour faire de la réinsertion, non.
pour moi, c'est pas non plus la solution, hein. Donc c'est pour ça là que je fais toutes ces petites vidéos, parce que moi j'ai l'impression un peu chaque jour ça va être le dernier, je vais me prendre une balle comme Kennedy ou quoi. Des fois je me dis ça, donc je dis je fais des vidéos comme ça laisse des traces, et puis s'il m'arrive quelque chose, au moins les gens ils auront quelque chose, comme j'ai pas pu écrire rien, je peux pas écrire mon œuvre, hein, pas encore, enfin bon. Donc du coup ouais, repenser le local, la relocalisation dans une logique de plein emploi, mais sans pollution, hein, sans dégradation sur l'environnement et sans exploitation. Alors c'est là où ça devient après, c'est-à-dire que dès qu'on peut agir sur la nature ou sur les objets, sur les outils, bon, mais après sur les humains, c'est plus difficile. Donc moi, c'est vrai que je parle carrément de dépasser le salariat, hein, du coup, hein, essayer de trouver des systèmes de rémunération par le travail, du travail plutôt, de rémunération du travail sous une autre forme que celle du XXe siècle, hein. Vraiment. Pour éviter justement dépasser cet endoctrinement idéologique systématique des syndicats, du patronat ou des médias, des influenceurs, en veux-tu, en voilà, et garantir la dignité humaine, quoi, hein, qu'elle soit préservée absolument. Et puis du coup aussi garantir l'environnement, quoi, le droit à l'environnement et un environnement sain, quoi, hein. Donc c'est un sacré défi, et c'est sûr que là, moi quand je parlais de ça il y a 12 ans, on m'écoutait parler, c'était enfin voilà, ça fait rêver, des beaux discours comme ça. Mais là c'est plus pareil. 2024, avec tout ce que j'ai découvert, là j'ai quelque chose avec moi, j'ai quelque chose de solide. Donc même si je suis diminué psychologiquement, j'en peux plus, je suis fatigué de me battre, 15 ans que là je suis en guerre, je suis tout seul, les personnes et tout. Mais j'ai quelque chose de tellement fort là, entre les mains. Des fois je dis ouais, j'ai une bombe atomique entre les mains, là. Enfin entre les mains au-dessus de mon crâne. Mais en fait non, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas une arme en fait, hein. C'est vraiment, oups là, je suis en train de monter. C'est pas une arme, c'est au contraire, c'est un espoir, hein. C'est quelque chose qui pourrait nous... Bon, après les grands discours libérateurs, il faut pas non plus faire rêver les gens trop comme ça, mais qui pourrait nous faire perpétuer cette logique d'émancipation, hein. Donc il en parle, Vincent, dans la vidéo sur la décroissance, sur son interview. C'est cette logique qui vient de la gauche, hein, où c'est une recherche d'émancipation de l'humanité, hein. Et malheureusement, voilà, avec le cul de la personnalité, le stalinisme ou le maoïsme et tout ça, on emmène les peuples entiers comme ça, on les emmène avec des idéologies et des effigies comme ça qui nous font rêver. On a les yeux au ciel comme ça, on se rappelle tous des représentations comme ça, des grands panneaux immenses en Russie et en Chine, avec un Staline comme ça, et puis des ouvriers paysans en bleu de travail comme ça. On y va tous. Bon, c'est l'espace-temps. C'est-à-dire que c'était tous nos anciens, nos grands-parents, tout ça, qui croyaient au socialisme, qui faisaient des coopératives, qui étaient le travail, ils étaient à fond sur le travail. Ils avaient l'intuition, justement, on fabriquait des fusées, et on allait partir, même, je pense, le symbole d'Adolf Hitler, hein. Bon, je suis pas du tout dans ce délire, hein, mais symboliquement, il y a un truc, ils étaient portés sur la conquête de l'espace, hein. Ce bras levé vers le ciel. Pourquoi tout le monde adhérait à son discours, Hitler à l'époque, que les foules étaient comme ça catalysées, parce qu'il y avait un truc fort derrière. Et ce truc fort, c'est quoi ? C'est Amazon, c'est Elon Musk avec ses antennes, ses satellites partout, quoi.
il nous faisait rêver à l'époque vers un monde, un futur, un l'an 2000 libérateur, avec des voitures qui volent dans le ciel, plein de liberté de tous les côtés, donc des ordinateurs de partout et tout. Et donc c'est à nous de reprendre l'espoir, et c'était bon sous forme idéologique et de propagande, mais nous d'en faire un truc justement plus humain. Bon, bien que l'idéologie, la propagande, tout ça c'est humain hein, de toute façon, hein, c'est des mécanismes, mais humain dans le sens l'humain qui reste à sa place parmi la nature. Et c'est ça en fait le réel humanisme. Et c'est là où je pense vraiment où les communistes ont fait fausse route. C'est-à-dire qu'ils ont tout misé sur l'industrie, donc avec le statut d'ouvrier. Hein. Bon, paysans, voilà, j'en ai parlé dans mes autres vidéos, hein, qui sont transformés aussi en managers. Les ouvriers, il n'y en a presque plus, hein, on voit bien. Les usines, il n'y en a plus. Les paysans sont devenus des chefs d'entreprise voilà, endettés, qui courent après l'argent sur leurs tracteurs. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec les anarchistes et la CNT, quand on me ressort la CNT ou la CGT. Si c'est pas comme ça qu'on va sauver la sécurité sociale. Hein. Là, elle est partie pour disparaître. Bon, les grosses attaques des Américains, ils veulent absolument casser notre système de retraite, notre système de protection sociale. Voilà, qu'on rentre tous dans le business de marchand, quoi. Hein. Donc, ça, c'est pas la bonne voie. Donc, peut-être que voilà, c'est ça qu'on a besoin, d'une révolution copernicienne à la Kant, hein, à l'époque, où effectivement Kant, en fait, comment il a opéré sa révolution, donc dans sa critique de la raison, c'est vraiment en parvenant à faire la distinction entre la métaphysique et la physique, justement. Enfin, la physique dans le sens les sciences avec l'expérience, donc les a posteriori, et puis les théories, donc tout l'aspect psychologique, idéologique, enfin métaphysique, hein, donc avec les a priori. Et en faisant cette distinction, Kant, il a réussi justement à... bon, c'était l'époque justement de la laïcité, le début de la laïcité, où il y a eu vraiment une rupture, donc c'est sécularisé, rupture entre la religion et l'État, où avant il y avait vraiment un mix, bon, qui est encore présent, hein, on voit bien, mais c'était très lié. Il y avait le cardinal, le roi, et puis le chef militaire, hein, le général en chef, le roi et le cardinal. Et c'était ça l'image du pouvoir. Et c'est vrai qu'à partir de Kant, Hegel, donc je reviens sur la vidéo, je vous la mets en lien, hein, de Julien Devrec, de Sismic, hein, donc qui est bien faite, elle est bien faite sa vidéo. Donc pour revenir sur justement cet aspect des Lumières, c'était le siècle des Lumières. Je suis pas allé voir sur Descartes, mais je vais y aller, je la regarderai demain. Donc ce serait ce que je vous apporte donc depuis 12 ans. Ce serait ça, ce serait une nouvelle révolution copernicienne, hein, pour les sciences. Et donc du coup, bon bah là où à l'époque, on parle de l'époque des Lumières, donc c'est quand Descartes a mesuré la lumière, que Newton a réussi à la mettre en équation, on va dire, à la fondamentaliser dans la physique, que Leibniz a fait donc toutes les règles, il a pu justement fonder les maths et tout, qu'on a pu développer cet industrialisme, toute cette industrie, voilà. Et donc c'est allé trop loin, voilà, on n'a pas su se donner les limites, on est tombé dans la démesure, dans la démence, homo-démence. Tout ça c'est humain, humain trop humain.
Et donc du coup retrouver la raison à nouveau, comme on l'avait perdu certainement au XVe siècle, il n'y avait plus de sens, il y avait plus, et hop, Descartes est arrivé, et hop, on a fait la Renaissance, voilà, le siècle des Lumières, l'industrie, donc il faudra tout recommencer en fait. C'est pour ça que je parle, je travaille carrément sur le triangle de Pascal, sur le Pythagore, sur Descartes, en maths, donc tout revoir. Avec donc du coup une révolution dans notre toujours notre rapport corps-esprit, donc esprit-matière, donc expérience nature-culture, donc c'est le même rapport a priori, a posteriori, c'est-à-dire expérience, pensée, imagination. On peut tout imaginer dans notre tête, mais voilà. Au XVe siècle, on regardait un oiseau voler, on se dit ah, je m'imagine voler dans les airs, dans les airs et tout. Bah non, voilà, en 2020, c'est les sciences qui nous font utiliser un parapente, un avion, un ULM. C'est grâce aux sciences et c'est pas grâce à notre imagination. Si bon, il y avait Léonard de Vinci quoi, qui était déjà parti dans le truc, mais c'était le seul. Hein. Donc voilà, on a besoin des sciences pour réaliser nos rêves, ce qu'il y a dans notre tête. Et donc, je vais finir là, ça commence à faire long. Et donc, voilà ce que j'ai proposé par rapport à Kant. Hein. C'est que ce rapport d'espace-temps, il est aussi donc dans cette dichotomie expérience. Bon, je l'ai retrouvé dans tellement de domaines, hein, de toute façon, dans tellement de notions philosophiques. Donc les a priori, on peut dire que les a priori, tout ce qui concerne la métaphysique, la pensée, l'idée de Dieu, la théorie, tout ce qu'on peut imaginer dans notre tête, on va dire que ça appartient au temps. C'est-à-dire que le temps, il n'existe pas, on ne sait pas où il est, on peut le localiser nulle part, donc une idée, c'est pareil. Ah, j'ai une idée, ah bon, elle est où? Tu l'as vue où? Ah bah attends, hop, je vais te montrer, puis là, boum, a posteriori, on tombe dans l'expérience. Donc c'est ce rapport-là, nature, esprit, matière. Donc le temps est à l'esprit, à la métaphysique, aux a priori, ce que l'espace est à l'expérience, donc à la matière, au fait, dans les faits, à l'expérience. Sens, forme, fait, fonction. Ça c'est l'axiomatique. Bon, il parle de Frege aussi, tout ça, théorie du langage, Wittgenstein, donc j'ai énormément travaillé sur Wittgenstein, la philosophie analytique, pour arriver à construire cette axiomatique à un sens, forme, fonction, fait. Hein. Je vous ai envoyé une vidéo aussi dans le labo, là, une vidéo que j'avais fait avec un partage d'écran, là, avec un petit logiciel bien fait, où je reviens là-dessus, sur tout ça, où j'explique vraiment l'axiomatique, je prends le temps de vous l'expliquer. Donc je l'ai partagé dans le labo. Je pourrais la mettre en lien aussi, cette vidéo. Voilà. Donc demain, j'angoisse. Hein. J'ai peur de ce qui va se passer. J'ai peur de quoi? J'ai peur de qui décident vraiment qu'ils en aient marre de moi, quoi. Ils disent bon, Estrada, vraiment, il nous emmerde celui-là. On va l'enfermer. On va vraiment le neutraliser une bonne fois pour toutes. Parce qu'à mon avis, ça va pas lui plaire. Quand il a pris le rendez-vous, le maire, vous avez rendez-vous avec Estrada, avec le premier élu. Il se sent menacé, hein, de toute façon. Hein. Et moi, j'essaye de dire à tout le monde, arrêtez votre paranoïa, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est une bonne nouvelle pour toute l'humanité, donc pour tout à chacun. Donc il faut voir comment je suis traité. Hein. Je suis traité plus bactère, depuis des années ça dure, alors que voilà ce que j'apporte. Hein. Donc voilà, j'ai peur de ça, et puis en même temps, je me dis non, voilà, aie confiance. Je me suis dit, ce que je peux vous demander, vous êtes médecin, vous êtes maire, vous êtes témoin, il y a tous les policiers qui sont témoins, vous me faites un papier, vous m'écrivez sur un papier, j'atteste que Monsieur Estrada a réussi à guérir sa calvitie. Sauf que bon, je voulais lui demander ça, sauf qu'elle n'est pas finie. Donc il va pas pouvoir me le faire, le papier. Et parce que moi, avec ce papier-là, du coup, je peux aller, déjà, je peux vous l'envoyer sur Internet et dire, voilà, bam, fais pas du pipeau. Hein, j'ai le maire qui est médecin en plus et tout de Prat qui atteste que tout ce que je dis, c'est vrai.
Enfin, tout ce que je dis, ma guérison est réelle. Et, et puis après, c'est pour aussi m'en sortir, aller voir des financiers, enfin des banques, des machins, des trucs, que je me sors de cette galère. Voilà. Et c'est vrai que je me vois pas faire des comptes Tipeee, des trucs, faire tout récupérer de l'argent, parce que je me dis non, c'est à l'État, hein, de toute façon, c'est pas aux internautes de financer mes recherches, en fait. Hein. C'est à l'État, d'autant plus que l'État m'a persécuté pendant des années. Donc, raison de plus pour que... Donc déjà, c'est son rôle. Hein, quand il y a un gars qui débarque comme ça, avec des trucs aussi importants, il ne faut pas le traiter de cette manière. Au contraire, il faut le financer. Il faut lui ouvrir des portes. Donc, voilà, hein, c'est ça en fait, moi je dis depuis le début, c'est une question de responsabilité. Puis là, c'est santé publique, intérêt général. Hein. Donc, et comme, bon, forcément, c'est des gens, ça fait des années qu'ils essayent de m'écraser, de me faire taire et tout, donc c'est très difficile pour eux d'admettre que, on n'est pas, qu'est-ce que c'est que ce mec là, bon, on veut pas l'aider, hein, celui-là, il se démerde, hein, il reste dans sa misère. Hein. Donc, bon, moi je sais pour qui je me bats, pourquoi je me bats. J'ai vécu dans la précarité quasiment toute ma vie. J'ai connu, donc j'ai vécu dans une tour au 15e étage dans une cité pendant des années. J'ai vécu dans les squats, dans la misère, à la rue, SDF pendant des années. Je sais pour qui je me bats. Et c'est avant tout pour les précaires, les chômeurs, les personnes qui sont en difficulté, les femmes seules qui sont expulsées, qui sont poursuivies par les huissiers, les trucs, les factures. Et voilà, avant tout. Et après, bon, ben, les pauvres petits ingénieurs, effectivement, qui sont dans leur bureau, ils sont maltraités. Bon, voilà, ou les fonctionnaires qui n'ont pas assez de... Bon, les retraités qui ont des retraites mineures. Bon, après, c'est pour tout le monde, hein. Mais avant tout, c'est moi, ce que je remarque, on va finir, hein. 1h15. Ce que je remarque surtout, moi, dans toute cette aventure que j'ai vécue, c'est notre rapport aux pauvres, à la pauvreté en fait. Et comment en fait on a réussi à nous incruster dans notre cerveau que la pauvreté c'était mal, qu'il fallait absolument éradiquer la pauvreté. Et dans tous les plateaux, même les personnes bienveillantes et de bonnes, ils vont dire ah là là, c'est non, vraiment, t'es dans la misère et tout, il faut absolument te sortir de là, je peux pas te laisser comme ça, on peut pas laisser ces gens comme ça, sans argent, sans il faut les sortir de la misère. Et donc avec une connotation négative sur la pauvreté, et puis vraiment une guerre contre la pauvreté. Et en fait, alors qu'en fait, moi, ce que je pense, c'est que c'est un peu l'inverse, quoi. C'est-à-dire que c'est comme un droit, quoi, en fait, un droit à être, pas un droit à être pauvre, mais à ce qu'on nous fout, une liberté fondamentale, en fait, qui nous donne le droit de sortir de ce monde matérialiste si le cœur nous en dit. Et que si on veut y revenir, on a le droit d'y revenir aussi. Et que le problème, c'est que là, on est dans une logique de sélection. Ouais, c'est bien que je finisse là-dessus, une sélection naturelle. Donc c'est pour ça que le débat Raoul, le darwinisme et tout ça, moi je suis bien content que tout ça, ça soit mis sur le tapis, hein, le problème du darwinisme. Parce qu'on a appliqué ce darwinisme, cette sélection naturelle. Où je parlais de Barbara Stiegler aussi, qui a écrit un livre là-dessus, on s'adapte. Une espèce de sélection de darwinisme social qui, avec une dictature vraiment du marché, de la société de consommation, qui dit en fait soit tu fais partie de la société et donc tu rentres dans la machine économique, productiviste, industrielle, donc du gaspillage, de la barbarie industrielle et bureaucratique, hein, je suis désolé, il faut appeler un chat, la technocratie aveugle et cruelle. Et puis si tu y arrives pas, mon gars, et ben t'es exclu. Donc tu deviens un pauvre, un précaire, un machin, et là il faut éradiquer la pauvreté, donc du coup on va t'éradiquer. Enfin voilà, et après c'est une dérive vraiment de
Donc voilà, moi j'ai vu trop d'amis partir comme ça, et puis pourquoi justement les gens tombent dans la drogue, dans l'alcool, dans la décadence, parce qu'il y a une pression comme ça qu'on nous met, une pression tyrannique, hein, vraiment. C'est soit tu rentres dans le, comme disait Thatcher, hein, il n'y a pas d'alternative, c'est une alternative, hein, donc soit tu rentres dans la machine, la Matrix là, et tu fais tourner la moulinette là, tu fais des trucs YouTube, tu fais ce que tu veux, mais tu fais tourner la machine. Soit on va t'éradiquer parce que t'es pauvre, donc nous on éradique la pauvreté, donc toi tu vas disparaître avec. Hein. Et j'ai vraiment senti ça, mais c'est là où ça m'inquiète vraiment, enfin ça m'inquiète, où du coup j'en apprends encore plus sur l'humanité, hein, je continue ma sociologie, ma psycho avec mes expériences, mon vécu, c'est que c'est même pas l'État en fait, il n'y a pas que l'État qui fait ce travail-là, ni le capitaliste, ni les milliardaires, c'est vraiment système, c'est dans la société. C'est vraiment systémique, c'est inscrit dans l'esprit des gens. Hein. Et donc du coup, moi derrière, j'ai appris, donc ça a été confirmé, hein, vraiment j'ai laissé un commentaire un peu sur l'université en Côte d'Ivoire où il y a des problèmes de violence, et j'ai demandé effectivement, est-ce qu'il y a vraiment 70% d'analphabètes en Afrique, et on m'a dit oui. Donc voilà, après, j'ai entendu aussi Sarkozy qui revient, là, qui est encore là, putain, au secours, et qui vient nous dire oh mais la crise de l'immigration ne fait que commencer. Voilà, donc ça c'est de la démagogie politique, ça c'est le pire qu'il y a dans la politique, ça, ce genre de discours. Et donc du coup non, voilà, donc ça nous fait encore plus la peur du pauvre, la haine du pauvre, hein. Ou les réfugiés quand ils arrivent ici, d'ailleurs on leur file 900 € par mois, pendant que nous au RSA on reste à voilà, exprès pour dire, bon, si tu veux être réfugié en France, d'accord, tu rentres dans le système, on te donne de l'argent, tu t'achètes des Nike, des Adidas, des fringues de marque, tu payes ta facture d'électricité, et puis tu verras, tu seras français. Et par contre, si toi, tu es français, et tu vas à la ZAD, tu vas construire des cabanes à la ZAD, ou quoi, machin, toi, tu n'es plus français, tu deviens un terroriste. Hein. Donc voilà ce qui se passe, il y a une espèce de sélection comme ça, en rapport à l'industrialisme, au productivisme, voilà, donc bon, vous allez comparer le discours de Vincent Lieuget par rapport au mien, c'est pas la même décroissance, la sienne elle reste très encadrée justement par Paul Ariès, tout ça, le syndicalisme, hein, il faut rester bien pensant, il faut parler avec une mesure, hein, avec des termes positifs, hein, tout ça c'est très politique, il faut que ce soit très consensuel. Et alors que justement c'est là où moi je me suis mis un peu en porte-à-faux avec tous ces décroissants là des années 2000, où c'est pas les mêmes des années 70, hein, où l'écologie politique des années 70, et quand on parlait de radicalité, c'était la vraie radicalité, hein, donc voilà, donc le droit à l'espace-temps, c'est le droit d'être pauvre, hein, le droit d'être libre sur Terre, mais à partir du moment où on ne fait pas de mal à personne, bien sûr, hein, après il faut toujours qu'il y ait une justice quand même, un droit qui nous protège du crime, mais voilà, il y a 2 siècles de ça, même pas, je crois, enfin un siècle et demi, où il n'y avait pas encore les frontières, elles n'étaient pas encore les nations, elles n'étaient pas encore toutes constituées, donc on pouvait encore, n'importe quel individu, je crois il y a 2 siècles de ça, ou l'époque de Schopenhauer, en quoi on pouvait faire le tour du monde, n'importe quel être humain pouvait prendre son sac à dos et partir tout droit et traverser le monde en fait. Hein. Et aujourd'hui on se retrouve avec des populations enfermées dans leur pays, bon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous ces gens ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux, quoi. Hein. Bon, après, il y a des cas extrêmes, la Corée du Nord, l'Érythrée, où c'est vraiment là, c'est carrément des dictatures, ils sont carrément en prison. Mais voilà, on a perdu le sens de Gaïa, de la terre, de la nature, de la culture, de tout, quoi. Voilà ce qu'elles ont révélé mes recherches, enfin mes découvertes en 2012. Et donc voilà pourquoi tous les scientifiques, tous, et j'en ai contacté un paquet, et les non-scientifiques, voilà pourquoi tout le monde m'a rejeté, et que je me retrouve complètement isolé aujourd'hui. Voilà. Hein. Parce que c'est une vraie... Bon, pour moi, c'est vraiment la clé, c'est ce qui va nous sortir, éviter la 3e guerre mondiale, hein, c'est ça mon but. Hein.
Et donc du coup, retrouver un droit international qui nous convient à tous, hein, autant aux Brésiliens, aux Africains, aux Chinois, aux Russes et aux Occidentaux, qu'on retrouve notre dignité humaine à tous, hein. Mais bon voilà, ça demande de tout repenser, tout refonder, la condition animale, la condition végétale, la condition extraterrestre, la condition spatio-temporelle. Voilà, allez, on termine là-dessus. A plus.